Chapitre 7. Le jeteur de pierres. Tout de suite après le petit déjeuner, un garçon de ferme, un gros costaud, martela la porte de ses poings comme si sa vie en dépendait. « Qu'est-ce qui te prend, espèce de lourdeau ?» gronda l'épouvanteur en ouvrant grand le battant. « Tu as décidé de défoncer la maison ?» Le visage du garçon vira au rouge pivoine. « On vous demande au village !» souffla-t-il en désignant la direction d'Adlinton. « Un charpentier m'a indiqué le chemin. Il m'a dit de frapper fort. » Frapper à une porte, ce n'est pas abattre un arbre. Que me veut-on ? C'est mon père qui m'envoie. Il a eu une sale histoire. Un homme est mort. Qui est ton père ? Henri Ludoc. Nous vivons à la ferme de la Pierre, près de la faille d'eau chaude. Je connais ton père, j'ai déjà travaillé pour lui. Serais-tu William, par hasard ? C'est ça. Eh bien, William, la dernière fois que je suis venu à la ferme de la Pierre, tu n'étais qu'un nourrisson. Tu parais dans tous tes états. Entre, respire un bon coup. Reprends ton calme et raconte-moi les choses en commençant par le commencement. Chaque détail compte, alors ne laisse rien de côté. Tandis que nous traversions la cuisine pour rejoindre le salon, je ne vis pas de trace de Meg. Quand elle ne cuisinait pas, elle était habituellement assise sur son rocking chair, se chauffant à la cheminée. Je me demandais si elle se tenait à l'écart parce que nous avions un visiteur, comme elle aurait dû le faire le jour où Shanks nous avait livré nos provisions. Une fois installé au salon, William entama le récit des événements inquiétants qui avaient troublé ses parents et ne faisaient qu'empirer. Il semblait qu'un gobelin, probablement celui que nous avions entendu passer si bruyamment quelques nuits auparavant, avait élu domicile à la ferme de la Pierre. Il avait fait du tapage nocturne, remuant les casseroles dans la cuisine, cognant contre la porte et flanquant des coups de pied dans les murs. Ces indices me suffisaient pour l'identifier d'après les notes que j'avais prises au chapitre des Gobelins. C'était un frappeur, et j'avais déjà deviné la suite de l'histoire. Le matin suivant, le gobelin avait commencé à jeter des pierres. Ce furent d'abord des gravillons qui tintaient contre les carreaux, roulaient sur le toit et dégringolaient par le conduit de cheminée, puis des pierres de plus en plus grosses. L'épouvanteur m'avait appris que les frappeurs se transformaient parfois en lance-cailloux. C'étaient des gobelins irascibles, très difficiles à maîtriser. La victime de celui-ci était un berger employé par Henri Ludoc. On avait retrouvé son corps au bas d'une pente sur la lande. « Il a eu le crâne défoncé par une pierre grosse 2 fois comme sa tête, » raconta William. « Vous êtes sûr que ce n'était pas un accident » demanda l'épouvanteur. « Il a pu glisser, faire une chute et s'assommer. »« Tout à fait sûr. Il glissait sur le dos et la pierre était sur lui. Puis, alors qu'on ramenait le corps, d'autres projectiles sont tombés autour de nous. C'était terrible. J'ai cru que j'allais mourir. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mon père est fou d'inquiétude. Impossible de travailler. Dès qu'on sort de la maison, on est en danger. Rentre chez toi et dis à ton père que je vais venir. En attendant, bornez-vous à traire les vaches et vous occupez de l'essentiel. Les moutons sont capables de se débrouiller seuls, du moins tant qu'il ne neige pas. Aussi, restez à distance des pâturages. » Après le départ de William, mon maître se tourna vers moi, la mine sombre. « C'est une rude tâche, petit. Les lance-cailloux causent des dégâts, mais il est rare qu'ils tuent. Celui-ci est une canaille. Il pourrait bien recommencer. J'ai eu affaire à l'un d'eux une fois, et j'ai gagné une bonne migraine. Le travail est aussi périlleux qu'avec un éventreur. Certains épouvanteurs y ont laissé la vie. » Je m'étais mesuré un éventreur à l'automne. John Gregory étant malade, j'avais dû me contenter de l'aide de 2 terrassiers. La tâche s'était révélée pénible. Celle qui nous attendait promettait de l'être tout autant. Où s'abriter lorsque des pierres pleuvent du ciel ? « Il faut bien que quelqu'un le fasse, » déclarai-je, affichant un air crâne. L'épouvanteur approuva de la tête. « En effet, mon garçon, au travail. » Sur ce, mon maître m'entraîna au salon et me pria de sortir du placard le flacon portant l'écriture tisane. « Prépare une autre tasse pour Meg, » m'ordonna-t-il, « en triple dose. Nous ne serons sans doute pas de retour avant une semaine. » J'obéis, versant au moins 2 pouces de la potion brunâtre. J'allais mettre la bouilloire sur le feu, puis je remplis la tasse d'eau chaude à ras-bord. « Bois, Meg, » dit l'épouvanteur quand je tendis à la sorcière le breuvage fumant. « Le froid est de plus en plus vif, tes articulations risquent d'en souffrir. » Meg acquiesça en souriant. 10 minutes plus tard, elle dodelinait de la tête. Mon maître me tendit la clé de la grille et me demanda d'ouvrir la marche. Soulevant Meg comme un bébé, il me suivit dans l'escalier de la cave. Je déverrouillai la serrure, descendis jusqu'au palier aux 3 portes et m'arrêtai devant celle du milieu. L'épouvanteur pénétra dans l'obscurité Meg dans ses bras. Comme il avait laissé le battant ouvert, j'entendis chacun des mots qu'il lui murmurait. « Dors bien, mon amour. Rêve de notre jardin. » Bien sûr, je n'aurais pas dû les entendre. Je me sentis quelque peu embarrassée. Et de quel jardin parlait mon maître ? De l'un de ceux de Chippenden ?
Si c'était le cas, j'espérais qu'il s'agissait du jardin ouest, d'où on avait cette belle vue sur les collines. Quant aux deux autres, avec les fosses contenant des gobelins et des sorcières, mieux valait ne pas y penser. Meg ne répondit rien, mais elle dut se réveiller quand l'épouvanteur sortit et verrouilla la serrure, car elle se mit à pleurer, comme un enfant qui a peur dans le noir. L'épouvanteur se figea, et nous attendîmes un long moment devant la porte que les pleurs s'apaisent. J'entendis bientôt une sorte de sifflement, comme lorsqu'on expire entre ses dents. « Tout va bien ?» dis-je à voix basse. « Elle s'est rendormie, elle ronfle. » Mon maître m'adressa un regard navré. « Elle ne ronfle pas, elle chante. » Pour moi, ces bruits évoquaient clairement des ronflements. J'en déduisis que mon maître ne supportait pas la moindre critique à propos de sa bien-aimée. Nous remontâmes, refermant la grille derrière nous, et préparâmes nos bagages. Nous marchâmes vers l'est, grimpant le long de la faille. Le passage s'étrangla au point que nous pataugions presque dans le ruisseau. Il ne restait plus au-dessus de nos têtes qu'une mince ligne de ciel. Puis je découvris avec étonnement des marches creusées dans le roc. C'étaient des degrés raides, étroits que des plaques de glace se rendaient dangereusement glissantes. Je portais le lourd sac de l'épouvanteur. Si je dérapais, je n'avais plus qu'une main de libre pour me rattraper. Suivant mon maître, je tâchais d'arriver au sommet en un seul morceau. L'effort en valait la peine. Nous émergeâmes à découvert, dominant le paysage. Le vent qui soufflait en rafale semblait vouloir nous balayer, et les gros nuages menaçants roulaient si près de nos têtes qu'on aurait pu les toucher. La lande d'Anglezark présentait des accidents de terrain, des vallons et des collines, dont certaines avaient de curieux reliefs. J'en aperçus une, sorte de monticule trop uniformément arrondi pour être naturel. En passant à côté, je reconnus soudain le tumulus sur lequel s'était tenu le fils des Hertz. « C'est là qu'était Morgane !» m'écriai-je. « Ça ne m'étonne pas, petit. Il a toujours été fasciné par ce tumulus. On l'appelle le quignon de pain, à cause de sa forme, » m'expliqua mon maître en s'appuyant sur son bâton. « Il a été élevé il y a des siècles par les premiers hommes venus de l'Ouest. Ils avaient accosté à Esham pour s'installer dans le comté. À quoi sert-il ? Les gens font des hypothèses plus ou moins stupides. La plupart pensent que c'est la tombe où repose un ancien roi, avec toutes ses richesses et ses pièces d'armure. Des pilleurs ont creusé des puits profonds, sans rien trouver qui récompenserait leur dure besogne. Sais-tu ce que signifie Anglezark, petit ? » Je fis signe que non, frissonnant de froid. « Cela veut dire temple païen. La lande entière était un vaste lieu de culte à ciel ouvert, où la population célébrait les anciens dieux. Comme ta mère te l'a expliqué, le plus puissant d'entre eux s'appelait Golgoth, le seigneur de l'hiver. Ce tumulus était autrefois l'autel qui lui était consacré. À l'origine, Golgoth était un esprit de la nature lié aux éléments, qui régnait sur le froid. D'avoir été révéré si longtemps et avec tant de ferveur l'a rendu exigeant. Il n'a plus qu'un désir, étendre son pouvoir bien au-delà de la saison qui lui était attribuée. Certains croient même qu'on lui doit le dernier âge de glace. Comment savoir ? En tout cas, au solstice d'hiver, craignant que le froid s'éternise et que le printemps ne revienne jamais, on lui offrait des sacrifices pour l'apaiser, des sacrifices sanglants, car les gens ont l'esprit orné. Ils immolaient des animaux ? Non, des humains, gorgés de leur sang. Golgoth, repu, tombait dans un profond sommeil, laissant revenir le printemps. Creuse n'importe où sur un mailles autour du tumulus, tu trouveras les ossements des victimes. La fascination de Morgane pour cet endroit m'inquiète. Il s'est toujours intéressé au culte de Golgoth, beaucoup trop à mon goût. Si un mage tel que lui réussissait à user du pouvoir du seigneur de l'hiver, le comté serait submergé par les forces de l'obscur. Pensez-vous que Golgoth est toujours là, quelque part sur la lande ? Oui, on dit qu'il est endormi dans les profondeurs du sol. Vois-tu, petit, les anciens dieux gagnent en puissance lorsqu'ils sont adorés par des fous. La domination de Golgoth a décru quand son culte a cessé et il est tombé dans un profond sommeil, un sommeil dont il vaudrait mieux ne pas le tirer. Pourquoi ce peuple a-t-il mis un terme à ses célébrations s'il craignait que l'hiver ne finisse pas ? On ne peut faire que des suppositions. Peut-être une tribu plus forte est-elle venue s'installer ici, apportant le culte d'un nouveau dieu. Peut-être une famine a-t-elle sévi, obligeant les habitants à chercher ailleurs des terres plus fertiles. La cause s'est perdue dans les brumes du passé. Toujours est-il que Golgoth s'est endormi, et je ne veux pas qu'il se réveille. Aussi, tiens-toi à distance de cet endroit, je te le conseille. Nous tâcherons également d'en éloigner Morgane. À présent en route, le jour baisse, ne tardons pas davantage. Sur ces mots, l'épouvanteur se remit en marche. 1 heure plus tard, juste avant la nuit, nous arrivions sur les terres de la ferme de la Pierre. William, le fils du fermier, nous attendait à l'entrée de l'allée, et nous grimpâmes jusqu'au domaine
dans les dernières lueurs du jour. Avant de visiter la maison, mon maître insista pour qu'on le conduise à l'endroit où le corps du berger avait été trouvé. Un sentier partant de la cour arrière menait à la lande, que le ciel assombri rendait particulièrement menaçante. Le vent était tombé, et les nuages paresseux semblaient chargés de neige. 200 pas nous suffirent pour atteindre une ravine étroite, plein de pierres et de boue, creusée par un torrent. Il n'y avait pas grand-chose à voir là. Malgré ça, je ne me sentais guère à mon aise. Et William non plus, à en juger par son regard traqué. Il tournait la tête à tout bout de champ, comme s'il craignait que quelque monstre ne surgisse derrière son dos. Cela m'aurait fait sourire si je n'avais pas été moi-même aussi tendu. « C'est ici ?» demanda l'épouvanteur lorsque William s'arrêta devant un carré de terre où les touffes d'herbe avaient été aplaties. Le garçon acquiesça d'un hochement de tête. Désignant un morceau de rocher gris, il ajouta « Nous avons dû nous mettre à deux pour soulever ça. » Le bloc était énorme. Je le fixais, effrayé à l'idée qu'un autre, semblable, pût s'abattre sur nous. Je réalisais soudain à quel point un lance-caillou pouvait être dangereux. Brusquement, des pierres se mirent à tomber. La première n'était pas très grosse. Je l'entendis à peine rebondir dans l'herbe à cause des gargouillis du torrent. Je levai les yeux juste à temps pour en éviter une deuxième, d'une taille nettement supérieure. Elle me manqua de justesse. Puis ce fut une pluie de projectiles, certains assez volumineux pour provoquer de sérieuses blessures. De son bâton, l'épouvanteur nous fit signe de retourner à la ferme, et il s'élança sur la pente. Je le suivis de mon mieux, dérapant dans la boue, encombré du sac, qui me paraissait plus lourd à chaque pas. Nous n'arrêtâmes de courir hors d'haleine qu'en arrivant dans la cour. Les chutes de pierre avaient cessé. L'une d'elles, cependant, avait atteint M. Grégory au front. Du sang coulait de la coupure, rien de grave, mais de le voir ainsi blessé m'affligeait. Les lance-cailloux avaient tué un homme, et mon maître, qui n'était plus de la prime jeunesse, allait devoir l'affronter. Il va avoir grand besoin de son apprenti demain, songeai-je. Je savais déjà que la journée serait éprouvante. Dès son retour à la ferme, Henri Ludoc nous souhaita chaleureusement la bienvenue. Nous fûmes bientôt assis dans la cuisine devant un bon feu de bûche. Le fermier était un gros homme jovial, au visage rougeaud, qui ne s'était pas laissé abattre par les attaques du gobelin. Bien qu'attristé par la mort de son berger, il nous reçut avec considération, et en hôte parfait, nous proposa à souper. L'épouvanteur déclina l'offre poliment. « Merci Henri, c'est très aimable à vous, mais nous devons jeûner, pour être en pleine possession de nos moyens. Vous-même, néanmoins, vous pouvez manger ce que vous voulez. » À mon grand dépit, ce que fit la famille Ludoc. Chacun se mit à table pour dévorer un beau rôti de veau. L'épouvanteur ne nous accorda à tous deux qu'un misérable morceau de fromage jaune accompagné d'un verre d'eau. Je grignotais donc mon fromage, assis dans un coin, tout en pensant à Alice. Sans cette histoire de gobelin, l'épouvanteur se serait occupé de Morgane, et mon ami aurait vu sa situation s'améliorer. Maintenant qu'il avait un lance-caillou à combattre, il ne pourrait régler cette affaire avant longtemps. Il n'y avait pas de chambre libre à la ferme. Aussi mon maître et moi passâmes une nuit fort inconfortable sur le carrelage de la cuisine, roulé dans une couverture près de l'âtre, où les braises finissaient de s'éteindre. Nous nous levâmes le lendemain avant l'aube, glacés et courbaturés, et nous dirigeâmes vers le village le plus proche, du nom de Belmont. La route descendait la colline. La marche était aisée. Il nous faudrait ensuite faire le chemin en sens inverse et grimper la côte raide jusqu'à la ferme. Belmont n'était pas bien grand. Une douzaine de maisons disposées autour d'un carrefour, et la forge où nous nous rendions. Le forgeron ne parut guère ravi de nous voir. Nous le tirions du lit à une heure un peu trop matinale. Comme la plupart des gens du métier, il était massif et musculeux, pas le genre d'homme à qui chercher des noises. Pourtant, il jetait à mon maître des coups d'œil inquiets. La présence d'un épouvanteur le troublait. « J'ai besoin d'une hache neuve, dit M. Grégory. » Le forgeron montra le mur, où de nombreuses têtes de haches étaient accrochées, attendant d'être affinées. L'épouvanteur fit aussitôt son choix et désigna la plus grosse. C'était une énorme pièce de fer à 2 lames. Le forgeron examina rapidement mon maître des pieds à la tête, l'air de juger s'il était assez costaud pour manier un tel engin. Sans commentaire, il acquiesça d'un grognement et se mit au travail. Je restai près de la forge, regardant l'artisan chauffer au rouge la tête de hache et le battre sur son enclume. Régulièrement, il la trempait dans une bassine d'eau, où il grésillait en dégageant un nuage de vapeur. Il la fixa ensuite à coups de marteau à un long manche de bois, puis affûta ses tranchants sur une pierre à aiguiser, dans une nuée d'étincelles. 1 heure à peine après notre arrivée, le forgeron tendait l'outil à mon maître.
Il me faut aussi un bouclier, dit l'épouvanteur. Assez large pour nous abriter tous les deux, et assez léger pour que ce garçon puisse le tenir levé à bout de bras. L'homme lui lança un regard perplexe. Il alla néanmoins fourrager dans sa réserve et revint avec un grand bouclier rond, en bois, cerclé de métal. Son centre était garni d'une pièce de métal munie d'une pointe de fer. Le forgeron l'ôta et la remplaça par un morceau de bois pour alléger l'ensemble. Puis il recouvrit l'extérieur du bouclier de fer blanc. En le prenant à deux mains, par les bords, j'étais capable de le brandir au-dessus de ma tête. L'épouvanteur déclara que ça n'irait pas, car je risquais de me couper les doigts et de tout lâcher. L'homme fixa donc 2 poignées de bois à l'intérieur. « Voyons ce que cela donne, dit mon maître. Il me fit manier le bouclier selon diverses inclinaisons. Enfin satisfait, il paya le forgeron et nous partîmes. Nous retournâmes directement à la ravine. L'épouvanteur avait laissé son bâton à la ferme, afin de porter la hache et son sac. Moi, je trimballais l'énorme bouclier. Nous grimpâmes jusqu'au lieu du drame. Là, mon maître s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. « Il va falloir te montrer courageux, petit. Le gobelin s'est réfugié dans les racines d'un buisson d'aubépine, là-bas. Nous devrons couper l'arbuste et le brûler pour le faire sortir de son trou. »« Comment vous le savez ?» demandai-je. « Est-ce l'habitude des lance-cailloux de vivre sous les racines des arbres ?»« Ils s'installent où ça leur chante. Mais les gobelins apprécient particulièrement les racines d'aubépine. Le berger a été tué ici, et je sais qu'il y a un pied d'aubépine un peu plus haut. C'est exactement à cet endroit que j'ai affronté le précédent frappeur, il y a presque 19 ans. Le jeune William n'était encore qu'un bébé, et Morgan était mon apprenti. Ce gobelin-là s'était laissé persuader de déménager sans trop de difficultés, alors que celui-ci, auquel nous avons affaire aujourd'hui, est une saleté de tueur. Aussi, je doute que de douces paroles soient suffisantes pour le déloger. Nous remontâmes dans la ravine, l'épouvanteur marchant en tête à grands pas. Nous fûmes bientôt hors d'haleine. La boue se transforma en caillasse, qui roulait sous nos pieds, rendant notre progression difficile. Alors que nous approchions du sommet, mon maître obliqua dans les éboulis jusqu'à atteindre le bord du torrent. Bien qu'étroit et peu profond, il bouillonnait entre les pierres, dévalant la pente avec violence. Nous continuâmes, les parois étaient à présent si raides de part et d'autre que seule une mince bande de ciel était encore visible. Puis malgré le tumulte du torrent, j'entendis la première pierre frapper l'eau juste devant nous. J'avais craint ce moment depuis le début. D'autres pierres suivirent, m'obligeant à lever le bouclier au-dessus de nos têtes. L'épouvanteur étant grand, mes muscles devinrent vite douloureux. Même si je tenais le bouclier à bout de bras, mon maître devait avancer courbé, ce qui se révélait aussi inconfortable pour lui que pour moi. Enfin nous aperçûmes l'aubépine, le très vieil arbuste au tronc noir et tordu, dont les racines noueuses évoquaient des pattes griffues, se dressait là d'un air de défi, fier d'avoir résisté aux intempéries depuis une centaine d'années, peut-être davantage. Pour un lance-caillou, un solitaire qui évitait la compagnie des humains, c'était l'endroit idéal où se terrer. La taille des projectiles augmentait régulièrement. À l'instant où nous atteignions l'aubépine, un galet plus gros que mon poing rebondit sur le bouclier avec un bruit assourdissant. « Accroche-toi, petit !» m'écria l'épouvanteur. La pluie de pierres cessa soudain. « Là !» fit mon maître, en tendant le doigt. Sous les branches basses, blotties dans l'obscurité, je vis le gobelin prendre lentement forme. L'épouvanteur m'avait enseigné que ce type de créature était un esprit, sans chair ni os. Occasionnellement, pour terrifier les humains, il se couvrait de choses et d'autres pour se rendre visible. Celui-ci se servait de ce qu'il avait à disposition. De la terre et des cailloux s'élevaient du sol, telle une nuée tourbillonnante, pour modeler peu à peu une silhouette bizarre. Ce n'était pas très joli à regarder. La créature avait une tête énorme et 6 bras démesurés, ce qui expliquait la vitesse à laquelle elle jetait les pierres. Son visage était un masque grimaçant de vases, de glaises et de gravillons, avec une fente en guise de bouche et 2 trous noirs à la place des yeux. L'épouvanteur n'hésita pas. Alors qu'une nouvelle pluie de caillasses se déversait sur nous, il marcha droit vers l'arbuste et abattit sa hache. Le vieux bois noueux était dur, et il fallut plusieurs coups bien assénés pour tronçonner ses branches basses. J'avais perdu le gobelin de vue, occupé que j'étais à détourner les projectiles. Le bouclier me paraissait plus lourd à chaque minute, et l'effort faisait trembler les muscles de mes bras. L'épouvanteur attaqua le tronc avec furie. Je compris pourquoi il avait choisi une hache à double tranchant. Il la balançait d'un côté et de l'autre, décrivant des grands arcs de cercle. Je n'aurais jamais cru qu'il pût avoir autant de force. Il n'était certes plus de la première jeunesse,
Pourtant, à la façon dont le tranchant de l'outil s'enfonçait dans le bois, il m'a paru que, en dépit de son âge et de sa récente maladie, il était au moins aussi costaud que le forgeron. Il ne coupa pas l'arbre complètement. Il entama le tronc, puis posa la hache et fouilla dans son grand sac de cuir. Je ne distinguais pas très bien ce qu'il faisait, car les pierres pleuvaient plus drues que jamais. En jetant un coup d'œil sur le côté, je vis onduler la masse terreuse du gobelin. D'énormes muscles saillaient sur tout son corps, roulant avec une espèce de fureur. Il s'était tant couvert de boue qu'il avait presque doublé de volume. Deux choses se produisirent alors simultanément. Un bloc de rocher gigantesque s'écrasa à notre droite, s'enfonçant de moitié dans le sol. S'il était tombé sur nous, le bouclier n'aurait servi à rien. Nous aurions été aplatis. Au même moment, l'arbuste s'enflamma. J'ignorais comment l'épouvanteur s'y était pris. En tout cas, le résultat était spectaculaire. Des hautes flammes illuminèrent la ravine, tandis que des étincelles crépitaient, emportées par le vent. Je cherchais le gobelin des yeux, il avait disparu. Les bras tremblants, j'abaissai le bouclier. L'épouvanteur avait déjà ramassé son sac. Il jeta la hache sur son épaule, sans un mot, sans un regard en arrière, il s'engagea dans la pente. « Suis-moi, petit !» me lança-t-il. « Ne traîne pas !» Reprenant mon fardeau, je lui emboîtai le pas. Moi non plus, je ne me retournai pas. Mon maître ralentit enfin, et je le rattrapai. « Ça y est, soufflai-je, c'est terminé ?»« Ne sois pas stupide, fit-il en secouant la tête. Ça ne fait que commencer. C'était la première phase. La ferme d'Henri Ludoc est en sécurité, mais ce gobelin va se manifester prochainement dans un autre lieu. J'avais cru notre tâche achevée et le danger écarté. Aussi fus-je fort dépité. Je comptais tellement sur un bon souper. Mes espoirs étaient anéantis. Nous allions continuer à jeûner. À notre retour, mon maître apprit à Henri Ludoc que sa ferme était libérée du gobelin. Le fermier le remercia et promit de le payer l'automne suivant, dans les récoltes engrangées. 5 minutes plus tard, nous reprenions le chemin de la maison. « Vous êtes sûr que le gobelin va sévir de nouveau ?» insistai-je tandis que nous traversions la lande, le vent nous poussant dans le dos. « À dire vrai, le travail est à moitié fait, » concéda l'épouvanteur. « Toutefois, le pire est à venir. Tel un écureuil amassant des noisettes pour les vers, un gobelin se prépare des réserves de pouvoir là où il vit. Celles qu'il avait ici ont brûlé avec l'arbre. Nous avons remporté la première bataille. Il aura cependant vite récupéré et s'attaquera à quelqu'un d'autre. Allons-nous l'enfermer dans une fosse ? Non, petit. Un lance-caillou devient un tueur. Il faut s'en débarrasser pour de bon. D'où va-t-il tirer de ses nouvelles forces ? De la peur. Voilà d'où lui vient son pouvoir. Un lance-caillou se nourrit de la peur qu'il inflige à ceux qu'il tourmente. Une malheureuse famille des environs va bientôt vivre une nuit de terreur. J'ignore où il est allé et sur qui il jettera son dévolu. Je ne peux donc rien empêcher, ni mettre en garde qui que ce soit. C'est une des choses qu'il nous faut accepter, comme d'avoir dû détruire ce vieil arbre. J'aurais préféré ne pas le faire. Hélas, je n'avais pas d'autre solution. Le gobelin va se terrer ailleurs. D'ici un jour ou deux, il se sera trouvé un autre gîte. Alors on viendra de nouveau quérir notre aide. Qu'est-ce qui a rendu ce gobelin aussi méchant ? Pourquoi s'est-il mis à tuer ? L'épouvanteur me retourna la question. Pourquoi les gens deviennent-ils des meurtriers ? Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là ? Je suppose que ce lance-caillou a eu assez de n'être qu'un simple frappeur et de terroriser ces braves paysans en tapant la nuit contre les murs. Il voulait plus, il voulait toute la colline pour lui seul, et s'est mis en tête de chasser Henri Ludoc et sa famille de leurs terres. Puisque nous avons détruit son gîte, il va parcourir le lait pour s'en trouver un autre. Je fis signe que j'avais compris. « Tiens, voilà de quoi te réconforter, » dit mon maître en tirant de sa poche le morceau de fromage. Il en détacha un petit bout et me le tendit. « Mâche bien, » recommanda-t-il. « N'avale pas tout d'un coup. » De retour à la maison, nous fîmes remonter Meg de la cave, et la routine des corvées et des leçons reprit son cours. Avec une différence de taille. Comme nous nous attendions à ce que le gobelin recommence ses méfaits, nous continuâmes de jeûner. Ce m'était une torture de voir Meg préparer ses propres repas alors que mon estomac criait famine. Après 3 jours de ce régime, je crus que mes boyaux s'étaient desséchés au creux de mon ventre. Enfin, le 4e jour, à midi, on frappa à grands coups à la porte. « Eh bien, petit, » me dit l'épouvanteur, « va voir ce que c'est. » Je courus ouvrir. À ma grande surprise, je découvris Alice sur le seuil. « C'est le vieux monsieur Hertz qui m'envoie, dit-elle. Un gobelin fait des siennes à la ferme de la lande. Alors, tu ne me fais pas entrer ?